J'ai passé 3 mois à sculpter à la main, un jeu d'échecs pour les 60 ans de mon père. Je l'ai retrouvé à la poubelle le lendemain matin, encore dans son emballage. La montre que mon frère lui avait achetée, était à son poignet. Je n'ai rien dit. Je ne suis juste jamais revenu. Je m'appelle Michael. J'ai 32 ans. Et je veux vous raconter le moment où j'ai arrêté d'essayer de mériter l'amour de mon père. Non pas parce que je n'avais plus d'amour à donner, mais parce que j'ai finalement réalisé que je le déversais dans un récipient sans fond. Et ce qui a finalement provoqué le déclic, ce n'était pas une dispute spectaculaire, ou une scène à Thanksgiving. C'était une poubelle. Mais j'anticipe. Laissez-moi revenir en arrière. J'ai grandi dans une petite ville, près de Knoxville, dans le Tennessee. Mon père, Gerald, était le genre d'homme qui croyait que l'amour se méritait, et non qu'il vous était dû. Il dirigeait une petite entreprise de construction, bâtissait des maisons de ses propres mains, et s'attendait à ce que ses fils soient du même acabit. Mon frère aîné, Tran, avait 3 ans de plus que moi, et incarnait tout ce que mon père désirait chez un premier-né. Grand, athlétique, bruyant, confiant, le genre de gars qui entrait dans une pièce, et s'en emparait, avant même d'avoir prononcé un mot. Ma mère, Jolene, était douce et bien intentionnée, mais elle avait cette façon d'arrondir les angles, qui faisait que rien n'était jamais vraiment abordé. Elle était le tapis, sous lequel tous les problèmes de la famille étaient balayés. Et puis, il y avait moi. J'étais plus silencieux. J'aimais les livres. J'aimais aussi construire des choses de mes mains, mais pas des maisons. Je sculptais le bois, plus précisément. J'ai commencé vers 12 ans, après que mon grand-père, le père de ma mère, m'ait enseigné, lors d'une visite estivale. Grand-père Silas était cet homme doux et patient, qui sentait le cèdre et le tabac à pipe. Et il m'a montré comment prendre un bloc de bois, et y trouver la forme qui s'y cachait. J'en suis tombé amoureux. À 16 ans, je fabriquais des objets, qui impressionnaient réellement les gens. Des boîtes à bijoux, des figurines, des pièces décoratives. C'était mon truc. Mon truc à moi, silencieux, étrange, et apparemment peu impressionnant. Car, voilà le problème, mon père ne s'y est jamais intéressé. Pas une seule fois. Tran pouvait rentrer à la maison avec un trophée de football de 2e place, et mon père lui faisait une place sur la cheminée. Moi, je pouvais rentrer avec un ruban bleu de la foire d'État, pour un aigle sculpté à la main, et mon père disait, « C'est bien, fiston. » Et il retournait regarder son match. Je ne dis pas qu'il était cruel à ce sujet. Il traitait simplement ma passion, comme un passe-temps dont je finirais par me lasser, comme collectionner des cailloux, ou jouer avec des figurines. Pendant ce temps, les centres d'intérêt de Tran étaient traités comme une destinée. Tran a rejoint l'entreprise familiale, juste après le lycée. Il a commencé à travailler avec papa, apprenant le métier, et en quelques années, ils formaient comme un duo. Ils allaient ensemble sur les chantiers, déjeunaient ensemble, rentraient à la maison, et parlaient boutique à table, pendant que moi, j'étais assis là, à manger ma purée en silence. Ma mère disait parfois quelque chose comme « Michael a eu un A à sa rédaction d'anglais ». Et mon père hochait la tête sans lever les yeux. Super. Merci, papa. J'ai déménagé à 18 ans, j'ai pris un petit appartement, j'ai travaillé dans une quincaillerie le jour, et sculpté la nuit. J'ai commencé à vendre des pièces en ligne, et sur les marchés artisanaux locaux. Ce n'était pas une fortune, mais c'était la mienne. J'ai aussi commencé à apprendre les échecs, à peu près à la même époque. J'avais toujours été intéressé par les jeux de stratégie, et les échecs sont devenus, pour moi, une sorte de méditation. Je jouais en ligne, j'étudiais les ouvertures, je perdais 1 millier de fois, et je m'améliorais lentement. Et quelque part en chemin, les deux passions ont fusionné. J'ai commencé à sculpter des pièces d'échecs. Mon premier jeu complet m'a pris environ 2 mois. C'était grossier, honnêtement. Les cavaliers ressemblaient plus à des chiens qu'à des chevaux, et les fous étaient de travers, mais j'ai persévéré. À 25 ans, je fabriquais des jeux, que les gens achetaient pour 400 ou 500 €. Des commandes sur mesure, des jeux à thème, des échiquiers de qualité pour les tournois. J'avais même une petite communauté de fans en ligne. Les gens appréciaient l'artisanat, les détails, la patience que cela demandait. Tout le monde, sauf mon père. J'apportais des pièces au dîner de famille. Je lui montrais des photos. Je lui parlais des commandes que j'avais décrochées. Il me gratifiait du même sourire pincé,
et disait quelque chose comme « C'est chouette, Michael. Alors, Tran, comment avance le chantier Henderson à chaque fois ?» Comme si j'étais une pause publicitaire, entre les parties de l'émission qu'il voulait vraiment regarder. Tran, à sa décharge, n'essayait pas activement d'être le favori. Il l'était, tout simplement. Il était celui qui avait suivi les traces de papa, qui parlait son langage, qui pouvait discuter de murs porteurs et de permis de construire, autour d'une bière. Je parlais un langage totalement différent, et mon père n'a jamais pris la peine de l'apprendre. Mais j'ai continué à essayer. Chaque anniversaire, chaque fête des pères, chaque Noël, je fabriquais quelque chose pour mon père. Un cadre photo sculpté, une boîte décorative pour son bureau, un porte-manteau mural avec des détails sculptés à la main. Il disait merci, le posait quelque part, et je ne le voyais jamais exposé. J'ai retrouvé le porte-manteau dans le garage une fois, derrière une pile de pots de peinture. Le cadre photo était dans un tiroir fourre-tout. La boîte était sur une étagère au sous-sol, encore enveloppée dans le papier de soie, dans lequel je l'avais mise. Mais je continuais à me répéter la même chose. Peut-être que le prochain sera le bon. Peut-être que si je fais quelque chose de vraiment incroyable, il me verra enfin. Alors, quand le 60e anniversaire de mon père a commencé à se profiler à l'horizon, j'ai eu une idée. Le projet le plus ambitieux, que je n'ai jamais tenté, un jeu d'échecs entièrement sculpté à la main, mais pas n'importe quel jeu. Chaque pièce était conçue pour représenter un membre de notre famille. Le roi était modelé sur mon grand-père, Silas, l'homme qui m'avait tout appris. La reine était ma grand-mère. Les fous étaient mes parents. Les cavaliers étaient Tran et moi. Les tours étaient les deux maisons familiales, notre maison d'enfance et le chalet de grand-père. Les pions étaient sculptés, pour ressembler à des outils, chacun différent, représentant les métiers et les compétences, sur lesquels notre famille s'était construite. Marteau, scie, ciseaux, clé à molette. J'y ai passé 3 mois. 3 mois à veiller jusqu'à 2 heures du matin, à poncer, à façonner, à ciseler les détails. J'ai fini chaque pièce à la main, avec de l'huile de tung. J'ai construit l'échiquier en noyer et en érable, alternant les cases avec des joints de précision, qui auraient rendu un ébéniste fier. J'ai même doublé l'intérieur de la boîte de velours, et gravé une petite plaque de laiton sur le couvercle, qui disait « Pour papa ». 60 ans à construire des choses qui durent. Avec tout mon amour, Michael. Je l'ai emballé soigneusement dans du papier craft brun, et je l'ai noué avec de la ficelle. J'ai conduit jusqu'à la maison de mes parents, le soir de la fête, ressentant quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis longtemps. De l'espoir. Un espoir vraiment stupide et vulnérable. Le genre d'espoir qui vous fait vous sentir, à nouveau comme un enfant, même quand vous savez que c'est une erreur. La fête était sympa. Ma mère avait tout organisé. Des serpentins, un gâteau de la pâtisserie du centre-ville, une playlist des chansons country préférées de mon père. Environ 30 personnes sont venues. Des voisins, des gars des chantiers, quelques cousins. Tran était là avec sa femme, Candace, et leurs 2 enfants. Je suis venu seul. J'étais célibataire depuis environ 1 an, ce qui était une autre chose sur laquelle mon père aimait faire des commentaires. Tu trouverais une fille, si tu posais ton papier de verre de temps en temps. Hilarant. Quand le moment des cadeaux est arrivé, Tran a commencé. Il a tendu une boîte à papa, et à l'intérieur se trouvait une montre. Une belle, bien sûr. Une Seiko. Probablement 200 €. Le visage de mon père s'est illuminé, comme si Tran venait de lui donner l'acte de propriété d'une maison au bord d'un lac. Il l'a mise immédiatement, a levé son poignet, l'a montré à tout le monde. Ça, c'est une montre, a-t-il dit. Mon garçon sait ce que j'aime. Puis, ce fut mon tour. J'ai tendu la boîte emballée. Elle était lourde. Mon père l'a prise, l'a soupesée, et l'a déballée lentement. Il a ouvert le couvercle. Il a regardé le jeu d'échecs. Il a regardé les pièces. Il a pris le roi, l'a retourné, l'a reposé, et il a dit, tiens, c'est quelque chose. Puis il a refermé le couvercle, l'a posé sur la table à côté des assiettes à gâteaux, et a dit, qui veut une autre bière? C'était tout. C'était ça, la réaction à 3 mois de ma vie. 3 mois sculptés dans le bois, et offerts comme une prière sur du velours. Tiens, c'est quelque chose. Je suis resté 1 heure de plus. J'ai souri.
J'ai fait la conversation. J'ai regardé mon père montrer sa nouvelle montre à tous ceux qui passaient. Et puis je suis rentré chez moi. Je suis resté assis dans mon camion, dans l'allée, pendant un moment. Je n'ai pas pleuré. J'avais dépassé le stade des larmes à ce sujet. Je me sentais juste vide, comme si quelqu'un avait vidé tout ce qu'il y avait à l'intérieur de moi, et laissé la coquille vide, assise sur le siège du conducteur. Mais ce n'était même pas le pire. Le pire est arrivé le lendemain matin. Je suis retourné chez mes parents ce matin-là, parce que j'avais laissé ma veste sur le dossier d'une chaise de cuisine. Il était tôt, peut-être 7h30. Je me suis dit que j'allais me faufiler, la prendre, et peut-être boire une tasse de café avec ma mère si elle était levée. Simple, rapide, rien de bien méchant. J'ai tourné dans l'allée, et la première chose que j'ai remarquée, ce sont les poubelles. Elles étaient sur le trottoir, car le ramassage avait lieu ce matin-là. Rien d'inhabituel à cela, mais quelque chose a attiré mon regard. Assis sur le dessus du bac de recyclage, légèrement incliné, il y avait un sac en papier brun. Et qui en dépassait, un coin de papier craft. Le même papier craft, dans lequel j'avais emballé le jeu d'échecs. Je suis sorti du camion, et j'ai marché vers la poubelle, comme si mes jambes bougeaient d'elles-mêmes. J'ai ouvert le sac. Il était là, le jeu d'échecs, encore dans son emballage. La ficelle était toujours nouée. Il ne l'avait même pas rouvert après la fête. Il l'avait juste pris de la table, et l'avait jeté, avec les assiettes en carton, et les serviettes usagées. 3 mois de travail, des heures et des heures de sculpture, de ponçage, de finition, de gravure, une histoire familiale rendue en bois, gisant dans les ordures, à côté d'une canette de bière écrasée, et d'une assiette en carton, maculée de glaçage. Je suis resté là, à le regarder. Le camion poubelle était peut-être à 2 pâtés de maison. Je pouvais l'entendre grincer et biper, alors qu'il descendait la rue. Dans environ 5 minutes, tout aurait été compacté et emmené à la décharge, et je ne l'aurais jamais su. Je l'ai ramassé. Je l'ai tenu. Et puis j'ai levé les yeux vers la maison. À travers la fenêtre de la cuisine, j'ai pu voir mon père, assis à table en train de boire du café, portant la montre de Tran. Il ne m'avait même pas remarqué dans l'allée. Il était juste assis là, content, portant le cadeau du fils qui comptait. J'ai mis le jeu d'échecs dans mon camion. Je suis monté. Je suis parti. Je n'ai pas pris ma veste. Je n'ai pas dit bonjour. Je n'ai pas pleuré, ni crié, ni frappé le volant. Je suis juste rentré chez moi, dans un silence complet. J'ai porté le jeu d'échecs à l'intérieur. Je l'ai posé sur mon établi, et je me suis assis par terre. Je suis resté assis là, pendant un long moment. C'était la dernière fois que je suis allé chez mes parents. Je n'ai pas fait d'annonce. Je n'ai pas envoyé de textos dramatiques, ni posté de messages passifs-agressifs sur les réseaux sociaux. J'ai juste arrêté de venir. Ma mère a appelé la semaine suivante, pour me demander si je venais dîner le dimanche. J'ai dit que j'étais occupé. Elle a appelé la semaine d'après. J'ai dit que je travaillais sur une commande. La 3e semaine, elle a appelé, et j'ai laissé le message sur le répondeur. Finalement, les appels se sont espacés. Elle m'envoyait des textos de temps en temps. Les choses habituelles. Tu nous manques, mon chéri. Ou, papa fait des steaks grillés ce week-end, si tu veux passer. Je répondais par quelque chose de court et de non engageant. Ça a l'air bien. On verra. Je ne suis jamais allé. Tran a appelé une fois, environ un mois plus tard. Eh, mec. Maman dit que tu es aux abonnés absents. Tout va bien? Je lui ai dit, ouais, juste débordé de travail. Il a dit, d'accord, ne te fais pas oublier. Et c'était la fin de la conversation. Il n'a pas insisté. Il n'a pas demandé à nouveau. C'était tout Tran, ça. Il se souciait des autres, mais pas assez pour que cela le dérange. La chose qui me tuait, la chose que je retournais sans cesse dans ma tête, comme une pierre dans un polissoir, c'était que personne n'a demandé pourquoi. Personne n'a dit, Michael, est-ce que quelque chose s'est passé? Es-tu contrarié par quelque chose? Personne n'a fait le lien. Personne n'a remarqué que j'avais quitté la fête discrètement, et que je n'étais jamais revenu, parce que c'est à ce point que j'étais invisible dans cette famille. On ne peut pas regretter ce qu'on n'a jamais vraiment vu. Environ 6 semaines après l'anniversaire,
ma mère a finalement débarqué à mon appartement. Elle a apporté un gratin, parce que bien sûr, elle l'a fait. La réponse de Jolène à toute crise émotionnelle était un plat de poulet et de riz de 23 par 33 cm. Elle s'est assise sur mon canapé et m'a demandé ce qui se passait. Pourquoi je n'étais pas venu? Étais-je malade? Avais-je des ennuis? J'ai failli tout lui dire. J'étais si proche. Les mots étaient juste là. J'ai trouvé le jeu d'échecs à la poubelle, maman. Il l'a jeté. Il ne l'a même pas déballé à nouveau. Mais j'ai regardé son visage, et j'ai su exactement ce qui se passerait. Elle aurait ce regard doux et peiné. Elle dirait quelque chose comme « Oh, mon chéri, je suis sûr qu'il ne voulait pas dire ça. Tu sais comment est ton père. Il n'est juste pas doué pour s'exprimer. » Et puis elle rentrerait chez elle, et dirait à mon père que j'étais contrarié. Et il lèverait les yeux au ciel, en disant que j'étais trop sensible, et rien ne changerait. Rien ne changeait jamais. Alors, à la place, j'ai dit « Je vais bien, maman. » J'ai juste été très concentré sur le travail. J'ai beaucoup de commandes qui arrivent, et j'essaie de construire quelque chose ici. Elle a semblé satisfaite de cette réponse. Elle m'a serré dans ses bras, m'a dit qu'elle m'aimait, et a laissé le gratin sur le comptoir. Je l'ai mangé en 3 jours. C'était bon. La cuisine de ma mère n'a jamais été le problème. Voici ce que je ne lui ai pas dit. J'avais découvert autre chose pendant ces 6 semaines. Quelque chose que j'ai découvert tout à fait par hasard, en nettoyant le chalet de mon grand-père. Grand-père Silas était décédé environ 4 ans plus tôt, et le chalet était resté pratiquement intact depuis. Ma mère m'avait demandé d'y aller, pour voir ce qu'il fallait faire, avant qu'il ne décide de le vendre ou non. Alors, j'y suis allé. Le chalet était exactement comme dans mes souvenirs. Il sentait le cèdre et la poussière. Ses outils étaient toujours sur l'établi. Ses livres étaient toujours sur les étagères. Et au fond du placard de sa chambre, dans une vieille boîte à clés, j'ai trouvé une pile de papier, des lettres pour la plupart. Mais enfoué dans la pile, se trouvait un document que je n'avais jamais vu auparavant. Le testament de grand-père Silas. Pas celui officiel, qui avait été déposé à la succession, celui qui laissait tout à ma mère et à sa sœur, tante de là. C'était une version antérieure, une ébauche manuscrite avec une note agrafée, qui disait « Version mise à jour avec l'avocat, août 2019 ». Dans cette ébauche, grand-père Silas avait écrit une disposition spécifique. Le chalet, et les 2 hectares de terrain sur lesquels il se trouvait, devaient me revenir, directement à moi. Pas à la succession, pas pour être partagé, pas pour être vendu, mais à Michael. Parce que, et je cite de mémoire, il est le seul à avoir jamais aimé cet endroit, comme je l'ai aimé. Et il est le seul qui en prendra soin. Je me suis assis sur le bord du lit de grand-père, et j'ai lu cette phrase 4 fois. Le seul à avoir jamais aimé cet endroit, comme je l'ai aimé. Mon grand-père m'a vu. Il m'a vu, quand personne d'autre ne le faisait. Et il a essayé de s'assurer que j'aurais cet endroit. Mais quelque part entre cette ébauche, et la version finale, cette disposition a disparu. Je ne savais pas pourquoi. Je ne savais pas si ma mère, ou ma tante de là, l'en avait dissuadé, si l'avocat avait simplifié les choses, ou si grand-père avait changé d'avis. Mais le chalet était maintenant techniquement à ma mère, et elle parlait de le vendre. Cette découverte a provoqué quelque chose en moi. Elle a entrouvert une porte que j'avais gardée fermée, car il ne s'agissait plus seulement du jeu d'échecs. Il s'agissait d'une vie entière, passée à être ignorée. Une vie entière à être le silencieux, le bizarre, celui dont les passions ne comptaient pas, parce qu'elles ne venaient pas avec un trophée, ou un salaire, dont mon père pourrait se vanter au bar. Il s'agissait de regarder Tran, obtenir les feux de la rampe, les éloges, l'attention, l'héritage de l'approbation de mon père, pendant que moi, j'avais droit à des tapes sur la tête, et des pensées après coup. Et maintenant, je regardais le seul endroit qui m'ait jamais semblé être un foyer. Le chalet où mon grand-père m'a appris à sculpter. L'endroit où quelqu'un m'a enfin dit, tu es suffisant. Être mis sur le marché, pour que ma mère puisse partager les profits avec tante de là, et probablement en donner la moitié à Tran, pour une quelconque dépense professionnelle. Quelque chose a changé en moi, pendant ces semaines. Je n'étais pas vraiment en colère. J'en avais juste fini. Fini de jouer un rôle. Fini d'auditionner, pour un personnage que je ne décrocherais jamais. Fini de croire que, si seulement j'essayais plus fort, si j'aimais plus fort,
si je sculptais plus magnifiquement, quelqu'un dans ma famille se retournerait enfin, et dirait « Eh, on te voit ». J'ai commencé à élaborer un plan. Pas un plan de vengeance. Pas au début, juste un plan pour prendre soin de moi, pour une fois, pour arrêter d'attendre la permission de compter. Et la première étape, était de découvrir ce qui était arrivé, aux dernières volontés de mon grand-père pour ce chalet. Parce que si Silas voulait que je l'aie, alors peut-être, juste peut-être, que je pouvais encore y arriver. Et si ma famille avait un problème avec ça, eh bien, il devrait d'abord me remarquer. Les mois suivants furent les plus solitaires, et les plus productifs de ma vie. Je me suis jeté à corps perdu dans mon travail, comme un homme possédé. Non pas parce que je fuyais quelque chose, bien que ce fût probablement le cas, mais parce que pour la première fois, je construisais quelque chose entièrement pour moi-même, sans regarder par-dessus mon épaule, pour voir si quelqu'un regardait. Ma boutique en ligne se portait bien avant. Quelques commandes par mois, quelques commandes personnalisées, principalement des jeux d'échecs et des pièces décoratives, mais je m'étais toujours retenu. Je fixais des prix trop bas, parce que je ne pensais pas que les gens paieraient vraiment ce qu'ils valaient. Je refusais des opportunités, parce qu'elles semblaient trop grandes ou trop risquées. Je jouais petit, parce que c'est ce qu'on m'avait appris à faire. Michael ne prend pas de place. Michael est le silencieux. Michael s'assoit à table, et mange sa purée. Plus maintenant. J'ai repensé mon site web. J'ai investi dans de meilleures photographies pour mes pièces. J'ai augmenté mes prix. Et pour être honnête, j'ai retenu mon souffle la première fois, que j'ai mis en vente un jeu d'échecs à 1200 €, mais il s'est vendu en 3 jours. Puis j'en ai fait un autre, et je l'ai mis en vente à 1500. Vendu en une semaine. J'ai commencé à recevoir des demandes de collectionneurs, de décorateurs d'intérieur, et même d'un type qui tenait une boutique de cadeaux haut de gamme à Nashville. Il voulait vendre mon travail en consignation. J'ai dit oui. Au bout de 2 mois, je gagnais plus d'argent avec la sculpture, que je n'en avais jamais gagné dans aucun emploi. Pas encore de quoi changer de vie, mais de l'argent réel. Assez pour quitter la quincaillerie. Assez pour sentir que, peut-être, cette chose qu'on m'avait dit être un passe-temps idiot, était en fait quelque chose de spécial. Imaginez ça. La chose que mon père rejetait comme du papier de verre et de la sueur, se transformait en une entreprise légitime. J'ai aussi commencé à aller au chalet le week-end. Pas officiellement. Ma mère ne l'avait pas encore vendu. Elle est tente de la hésiter encore, entre le mettre en vente ou le louer, alors il restait là, vide. Je conduisais le samedi matin, j'entrais avec la clé que grand-père m'avait donnée des années auparavant, et je travaillais à son établi. Il y avait quelque chose dans cet espace qui me centrait. L'odeur du bois, la lumière qui traversait la fenêtre au-dessus de l'établi, le son de rien d'autre, que les oiseaux et mes propres mains au travail. C'était comme si grand-père était toujours là, debout derrière moi, disant, ralentis, Michael. Laisse le bois te dire ce qu'il veut être. Pendant un de ces week-ends, j'ai rencontré Élise. Elle vivait à environ 1,5 km du chalet, dans une petite maison avec un jardin qui ressemblait à quelque chose, sorti d'un magazine. J'étais passé devant des centaines de fois quand j'étais enfant, mais je n'y avais jamais prêté attention. Élise était dehors quand je suis passé en voiture, luttant avec un poteau de clôture, qui s'était détaché lors d'une tempête. Je me suis arrêté pour l'aider, parce que c'est ce qu'on fait sur une route de campagne. On ne se contente pas de faire un signe de la main et de continuer. Elle avait 30 ans, une vétérinaire qui travaillait dans une clinique pour grands animaux, à environ 20 minutes de là. Des cheveux bruns, des yeux bienveillants, et cette façon de parler directe, mais jamais dure. Elle m'a remercié pour le poteau de clôture, m'a offert un verre de thé glacé, et nous avons fini par nous asseoir sur son porche, à discuter pendant 2 heures. Je lui ai parlé de la sculpture. Elle m'a parlé d'un cheval qu'elle avait sauvé la semaine précédente, alors que tout le monde l'avait condamné. Nous n'avons pas parlé de ma famille. Nous n'avons pas parlé de poubelles, de jeux d'échecs ou de fils invisibles. Nous avons juste parlé. Et pour la première fois depuis longtemps, j'ai eu l'impression que quelqu'un m'écoutait vraiment. Nous avons commencé à nous voir régulièrement après ça. Rien de dramatique, pas de grands gestes romantiques, juste des dîners, des promenades, de longues conversations. Elle est venue au chalet un jour, et m'a regardé travailler. Elle n'a rien dit pendant environ 20 minutes. Elle est juste restée assise là, à observer. Puis elle a dit, tu disparais quand tu sculptes, comme si tu allais ailleurs. C'est magnifique à voir.
Personne ne m'avait jamais dit quelque chose comme ça. Personne n'avait jamais regardé ce que je faisais, et ne l'avait qualifié de magnifique. J'ai dû m'excuser pour aller aux toilettes une minute après ça. Pendant que ma vie personnelle s'épanouissait tranquillement, je faisais aussi des recherches. J'avais apporté l'ébauche manuscrite du testament de grand-père à un avocat nommé Sullivan Pratt. Sullivan était un avocat spécialisé en succession, à la retraite partielle, qui dirigeait un petit cabinet dans une maison reconvertie du centre-ville. Il avait les cheveux blancs, un nœud papillon, et l'attitude d'un homme, qui avait vu toutes les querelles familiales que le système judiciaire pouvait produire. Je lui ai montré le document, et lui ai expliqué la situation. Il l'a étudié attentivement. Il a posé des questions. Il a fait des copies. Et puis il m'a dit quelque chose qui a tout changé. L'ébauche manuscrite que j'avais trouvée, n'était pas juste une version approximative. Elle était datée et signée. Et selon Sullivan, il y avait des motifs pour soutenir que le testament final, celui qui avait été déposé, ne reflétait pas correctement les intentions de grand-père concernant le chalet. Plus précisément, il y avait une note dans la marge de l'ébauche qui disait « Chalet à Michael, séparé de la succession ». Discuter avec Dela, elle est d'accord. Si tante Dela avait en effet accepté cette disposition, et qu'elle avait été retirée sans documentation appropriée d'un changement d'intention, il pourrait y avoir une base légale, pour contester la distribution. Je veux être clair ici. Je n'essayais pas d'arnaquer ma mère ou ma tante Dela. La succession avait d'autres actifs, des économies, quelques investissements, le produit de la vente du camion et de l'équipement de grand-père. Le chalet et le terrain en faisaient partie, mais pas la majorité. Ce que je voulais, c'était ce que grand-père voulait, que le chalet soit à moi, que l'endroit où j'ai appris qui j'étais, reste entre les mains de quelqu'un qui s'en souciait. Sullivan m'a dit que ce ne serait pas facile. Les contestations de succession le sont rarement, mais il a également dit que le document manuscrit, combiné à toute preuve corroborant les intentions de grand-père, pourrait constituer un dossier solide. Il m'a demandé s'il y avait quelqu'un, qui pourrait confirmer que grand-père voulait que le chalet me revienne. J'y ai réfléchi, et puis je me suis souvenu de quelque chose. Le voisin de grand-père, un charpentier à la retraite nommé Arlon Box, avait été son ami le plus proche pendant 40 ans. Ils avaient construit une clôture ensemble, partageaient des outils, surveillaient leurs maisons respectives, quand l'un d'eux voyageait. Si quelqu'un connaissait les souhaits de grand-père, ce serait bien Arlon, alors je suis allé le voir. Arlon avait 82 ans, et était vif comme l'éclair. Il vivait dans une petite maison en briques, à environ 400 mètres du chalet, avec un atelier à l'arrière, qui faisait passer le mien pour une boîte en carton. Quand je lui ai raconté ce que j'avais trouvé, il n'a pas semblé surpris. Il s'est adossé à sa chaise et a dit, « Ton grand-père en parlait tout le temps. Il disait que le chalet était pour toi. Il disait que tu étais le seul de la famille à comprendre ce que signifiait de fabriquer quelque chose de ses propres mains. Il était très clair à ce sujet. Je lui ai demandé s'il serait prêt à le mettre par écrit, ou à témoigner si nécessaire. Il m'a regardé longuement et a dit, « Fiston, ton grand-père était le meilleur homme que j'ai jamais connu. Si ses volontés se sont perdues en cours de route, je ferai tout ce qu'il faut pour rectifier le tir. » Je suis rentré chez moi ce soir-là, avec un sentiment inconnu. Pas de l'espoir, exactement. J'avais déjà été échaudé par l'espoir. C'était plus comme un élan, comme si j'étais resté immobile pendant 32 ans, et que je me mettais enfin en mouvement. L'entreprise se développait. Élise était dans ma vie. Sullivan travaillait sur l'affaire du chalet. Et pour la première fois, je ne construisais pas quelque chose pour impressionner mon père. Je construisais quelque chose pour moi. Pendant ce temps, ma famille n'avait rien remarqué. Ma mère envoyait toujours des textos de temps en temps. Tran envoyait un même une fois toutes les 2 semaines. Mon père n'a pas du tout cherché à me contacter. Pas une seule fois. J'étais sorti de leur vie depuis près de 4 mois, et cet homme n'avait pas décroché le téléphone une seule fois, ce qui m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir, sur la place que j'occupais. Mais voici le truc, quand on est invisible toute sa vie. Quand on sort enfin de l'ombre, personne ne s'y attend. Et ce qui allait suivre? Eh bien, disons simplement que personne dans ma famille n'y était préparé. Surtout pas mon père. 5 mois après la fête d'anniversaire, 5 mois de silence, de croissance et de préparation discrète. C'est à ce moment-là que tout a commencé à converger, d'une manière qui semblait presque scénarisée par l'univers. Si vous croyez au karma, c'est la partie où vous commencez à hocher la tête.
Sullivan avait travaillé en coulisses, rassemblant des documents, déposant les requêtes nécessaires pour contester la distribution de la succession, concernant le chalet. Il avait obtenu une copie du testament final auprès du tribunal des successions, et en le comparant côte à côte avec l'ébauche manuscrite que j'avais trouvée, il y avait une divergence évidente. Le testament final ne mentionnait pas que le chalet devait me revenir. Il englobait simplement tout dans la succession, partagée à parts égales entre ma mère et ma tante de là, mais l'ébauche manuscrite, datée de seulement 3 semaines avant la version finale, me nommait explicitement comme le bénéficiaire du chalet, et des 2 hectares environnants. Sullivan a également découvert quelque chose d'intéressant. L'avocat qui avait préparé le testament final, un type nommé Gentry Moss, qui avait depuis pris sa retraite, avait des notes dans son dossier, faisant référence à une conversation téléphonique avec ma mère. Les notes étaient brèves mais révélatrices. Elle disait, Jolene a appelé, discuté de la simplification de la distribution, supprimer les legs spécifiques, tout partagé à parts égales. C'était tout. Un appel téléphonique. Ma mère avait appelé l'avocat, et lui avait demandé de simplifier le testament, ce qui a effectivement effacé le souhait spécifique de mon grand-père, que je reçoive le chalet. Maintenant, je veux faire une pause ici, car je sais ce que vous pourriez penser. Peut-être que ma mère ne réalisait pas ce qu'elle faisait. Peut-être qu'elle pensait que simplifier était juste plus facile. Et peut-être que c'est vrai. Mais voici ce qui m'a dérangé. Elle savait. Elle devait savoir. Grand-père parlait aux gens de ses projets pour le chalet. Arlon le savait. Tante de là le savait apparemment. Il est impossible que ma mère n'ait pas su, que son propre père voulait que ce chalet revienne à son petit-fils. Et elle l'a laissé être effacé avec un appel téléphonique. Que ce soit intentionnel ou par négligence, n'a pas vraiment d'importance, quand le résultat est le même. Sullivan a déposé une requête auprès du tribunal des successions, pour rouvrir la distribution, et a présenté le document manuscrit, la déclaration sous serment de Arlon, et les notes de l'avocat comme preuve. Il m'a prévenu que ma famille serait notifiée, dans le cadre du processus. Je lui ai dit que j'étais prêt. Pendant que les rouages judiciaires tournaient, autre chose s'est produit. Mon entreprise a explosé. Pas progressivement, mais de manière explosive. Une blogueuse lifestyle, avec environ 2 millions d'abonnés, avait acheté un de mes jeux d'échecs, comme cadeau pour son mari, et avait posté une vidéo de déballage. Elle a passé 4 minutes à la caméra, à s'émerveiller des détails, à retourner chaque pièce, à passer ses doigts sur l'échiquier. La vidéo a été vue plus de 800 000 fois en une semaine. Ma boîte de réception a été inondée. J'avais plus de commandes que je ne pouvais en remplir. J'ai dû mettre en place une liste d'attente. En 2 semaines, j'ai été contacté par un producteur, d'une émission d'artisanat régional sur la télévision publique. Il voulait me présenter dans un segment sur les artisans du bois. J'ai dit oui. Puis une galerie à Asheville m'a contacté, pour exposer une collection de mes pièces dans leur exposition annuelle de l'artisanat. J'ai dit oui à cela aussi. Ensuite, et c'est celle qui me fait encore secouer la tête, j'ai reçu un email d'un représentant d'un acteur bien connu. Je ne citerai pas de nom, mais disons simplement que cette personne a joué dans plusieurs franchises à succès, et collectionne apparemment des jeux d'échecs faits à la main. Ils voulaient une commande personnalisée. Le budget qu'ils ont proposé, était supérieur à ce que j'avais gagné certaines années entières de ma vie. Élise était là, à travers tout ça. Elle n'a jamais fait en sorte que ça tourne autour d'elle. Elle n'a jamais dit, je te l'avais bien dit. Parce qu'elle n'en avait jamais eu besoin. Elle était juste là, m'aider à emballer les commandes, organiser mon planning d'expédition, et me forcer occasionnellement, à arrêter de travailler et à dîner comme un être humain. Un soir, elle m'a regardé à travers la table et a dit, tu sais que tu mérites tout ça, n'est-ce pas? Je lui ai dit que je commençais à y croire. Elle a dit, tant mieux, parce que je ne vais nulle part. Et je refuse de sortir avec quelqu'un, qui ne connaît pas sa propre valeur. Je voudrais que le procès-verbal indique que je n'ai pas été ému à ce moment-là. Je ne me suis absolument pas excusé pour aller vérifier quelque chose dans l'atelier, alors que mes yeux étaient, par hasard, un peu poussiéreux. Donc, me voilà, les affaires en plein essor, une femme qui me voyait vraiment, une affaire judiciaire en cours, et une vie qui commençait enfin à ressembler à quelque chose, que j'avais construit intentionnellement, plutôt qu'à quelque chose qui m'était arrivé par accident. Et puis ma mère a appelé. Pas un texto cette fois, un appel. J'ai décroché, parce que ça faisait un moment. Et malgré tout,
elle était toujours ma mère. Michael, nous devons parler. Sa voix était tendue. Pas vraiment en colère, mais nerveuse, comme si elle faisait de gros efforts pour rester calme. J'ai reçu une lettre d'un avocat, à propos du chalet de ton grand-père. Peux-tu m'expliquer ce qui se passe? J'ai gardé une voix égale. J'ai trouvé un document dans le chalet de grand-père, une version manuscrite de son testament, qui dit que le chalet devait me revenir. Je l'ai montré à un avocat, et il est d'accord pour dire qu'il y a une plainte valide. Voilà ce qui se passe. Silence. Puis, Michael, tu ne peux pas simplement faire ça, dans le dos de tout le monde. C'est une affaire de famille. J'ai presque ri. Une affaire de famille? Maman, je suis parti depuis 5 mois. Papa ne m'a pas appelé une seule fois. Tran envoie des mèmes. Tu envoies des gratins. Personne dans cette famille ne m'a posé une seule vraie question sur ma vie depuis des années. Alors, pardonne-moi si je n'ai pas envie de faire valider mes décisions de vie importantes, par le comité familial. Elle s'est tue après ça. Je pouvais l'entendre respirer. Puis elle a dit, ton père est très contrarié à propos du chalet, à propos de tout ça. Il dit que tu as été distant et irrespectueux. J'ai serré le téléphone si fort, que je suis surpris qu'il ne se soit pas fissuré. Distant et irrespectueux. L'homme qui avait jeté un travail d'amour de 3 mois, sans même y jeter un second regard, pensait que j'étais irrespectueux. L'homme qui n'avait pas composé mon numéro depuis 5 mois, pensait que j'étais distant. Maman, je dois y aller. L'avocat s'occupera des questions juridiques. Si papa veut me parler, il a mon numéro. Elle a dit autre chose, mais j'éloignais déjà le téléphone de mon oreille. Je suis resté assis là pendant un moment, à respirer. Élise est entrée et s'est assise à côté de moi. Elle n'a rien dit. Elle a juste posé sa main sur mon bras, et a attendu. Après quelques minutes, j'ai dit, ils vont faire de moi le méchant dans cette histoire. Elle a répondu, alors, qu'ils le fassent. Tu sais qui tu es. 2 jours plus tard, Tran a appelé. Cette fois, il n'était pas désinvolte. Mec, qu'est-ce que tu fabriques? Maman est en panique. Papa parle de prendre son propre avocat. Tu vas vraiment poursuivre la famille, pour un chalet? J'ai dit, je ne poursuis personne, Tran. Je demande ce que grand-père voulait que j'aie. Il y a un document qui le prouve. Il y a un témoin qui le confirme. Et il y a des notes de l'avocat d'origine, qui montrent que la disposition a été retirée. Après que maman a appelé pour demander de simplifier le testament. Je n'invente rien. Tran est resté silencieux un instant. Puis il a dit, écoute, mec, même si c'est vrai, est-ce que ça vaut le coup de déchirer la famille? Et voilà. La question que l'on pose à tous les boucs émissaires familiaux. Est-ce que ça vaut le coup, de déchirer la famille? Comme si la famille n'était pas déjà déchirée. Comme si les déchirures n'étaient pas là, bien avant que je ne trouve un jeu d'échecs à la poubelle. Comme si être ignoré pendant 32 ans, était en quelque sorte moins destructeur, que de demander ce qui m'était dû. J'ai dit, Tran, je t'aime, mais cette famille s'est déchirée il y a longtemps. Tu ne l'as juste pas remarqué, parce que tu as toujours été du côté qui tenait bon. Il n'a pas eu de réponse à ça. L'audience était fixée 3 semaines plus tard. Sullivan était confiant. Arlon était prêt à témoigner. La documentation était solide. Et pour la première fois de ma vie, j'allais entrer dans une pièce, et exiger d'être vu. Pas comme Michael le silencieux. Pas comme Michael la déception. Juste comme Michael, le petit-fils qui était aimé par un homme qui sculptait, et qui sculptait parce qu'il était aimé par cet homme. Mais avant l'audience, mon père a décidé de faire quelque chose, qu'il n'avait pas fait en 5 mois. Il a décidé de venir me voir. Et ce qui s'est passé ensuite, c'est la conversation que j'avais attendue toute ma vie. C'était un mardi soir. J'étais dans mon atelier, en train de finir une commande, un jeu sur le thème médiéval pour un client à Portland, quand j'ai entendu un camion s'arrêter dans mon allée. Je connaissais le bruit de ce moteur. J'avais grandi en l'entendant. Le vieux Ford de mon père, celui qu'il avait depuis avant ma naissance. Celui qu'il prétendait qu'il conduirait, jusqu'à ce qu'on l'enterre dedans. Je me suis essuyé les mains sur un chiffon, et je suis allé à la porte d'entrée. Gérald se tenait sur mon porche, avec l'air de préférer être n'importe où ailleurs sur la planète.
Il portait un jean, une chemise en flanelle, et la montre de Tran. Bien sûr, qu'il portait la montre. Je peux entrer, a-t-il dit. Je me suis écarté. Il est entré dans mon salon, et a regardé autour de lui, comme s'il inspectait un chantier. Ses yeux se sont posés sur les étagères, où j'exposais certaines de mes pièces, les jeux d'échecs sur la table d'appoint, les photos encadrées de moi et d'Élise. Il n'a fait aucun commentaire. Assieds-toi, papa. Il s'est assis sur le canapé. Je me suis assis dans le fauteuil en face de lui. Nous nous sommes regardés. Il a parlé en premier. Ta mère dit que tu essaies de prendre le chalet. Je n'essaie de prendre rien du tout. J'essaie d'honorer ce que grand-père voulait. Il a agité la main, d'un air dédaigneux. Silas était sentimental. Il a dit beaucoup de choses dans ces dernières années. Ça ne veut pas dire qu'elles étaient toutes pratiques. Il l'a écrit, papa. Il l'a signé. Il l'a dit à son voisin. Il l'a dit à tante de là. Il voulait que j'aie le chalet. La seule raison pour laquelle je ne l'ai pas déjà, c'est parce que maman a appelé l'avocat, et l'a fait retirer. Sa mâchoire s'est crispée. Ta mère essayait de garder les choses équitables. Équitable pour qui? Parce que ce n'était certainement pas équitable pour moi. Et ce n'était pas équitable pour grand-père. Il s'est penché en avant, les coudes sur les genoux, et m'a pointé du doigt de cette manière qu'il faisait toujours, quand il était sur le point de livrer, ce qu'il pensait être un argument irréfutable. Michael, tu en fais toute une montagne. C'est un chalet. Il est vieux. Il a besoin d'un nouveau toit. La plomberie est fichue. Il ne vaut pas ce que tu penses. Il vaut tout pour moi. C'est toute la question. Et le fait que tu ne puisses pas comprendre ça, est exactement la raison pour laquelle nous en sommes là. Il m'a fixé. Je pouvais le voir essayer de comprendre, quand j'avais développé une colonne vertébrale, quand le gamin silencieux qui mangeait sa purée, et encaissait ses rebuffades avec un sourire pincé, avait été remplacé par cette personne, assise en face de lui, calme et inébranlable. Je ne suis pas venu ici pour me disputer à propos d'un chalet, a-t-il dit finalement. Je suis venu, parce que ta mère est contrariée, ton frère est contrarié, et honnêtement, Michael, je ne comprends pas ce qui t'a pris. C'est à ce moment-là que j'ai décidé d'arrêter de me retenir. Tu veux savoir ce qui m'a pris? Je vais te le dire, mais tu dois vraiment écouter. Pas hocher la tête et attendre ton tour de parler. Vraiment écouter. Il s'est adossé et a croisé les bras, ce qui, dans le langage de Gérald, signifiait « je tolère ça ». J'ai passé 3 mois à te construire un jeu d'échecs. Pour ton 60e anniversaire. Chaque pièce a été sculptée à la main. Le roi était modelé sur grand-père Silas. L'échiquier était en noyer et en érable. J'ai gravé une plaque de laiton sur le couvercle. C'était la meilleure chose que j'ai jamais faite. J'ai mis plus de moi-même dans ce cadeau que dans tout ce que j'ai jamais créé. Il a cligné des yeux. Je pouvais dire qu'il s'en souvenait à peine. Tu l'as ouvert à la fête, tu as dit, tiens, c'est quelque chose. Tu l'as posé sur la table à côté des assiettes à gâteau, et tu as passé le reste de la soirée, à exhiber la montre que Trent avait achetée. Il a bougé, mal à l'aise. Michael, j'ai dit merci. Tu as dit, tiens, c'est quelque chose. Et puis, le lendemain matin, je suis revenu chercher ma veste, et j'ai trouvé le jeu d'échecs à la poubelle, sur le trottoir. Encore emballé. Tu l'as jeté, papa. Tu ne l'as même pas donné à une œuvre de charité. Ou ne l'as pas relégué au sous-sol. Tu l'as mis à la poubelle, avec les assiettes en carton usagé. La pièce était plongée dans un silence de mort. J'ai vu son visage passer par environ 4 expressions différentes en 5 secondes. La confusion, la reconnaissance, la défensive, et puis quelque chose que je n'avais jamais vu sur Gérald auparavant. La honte. Je ne savais pas, a-t-il commencé. Tu ne savais pas quoi? Que jeter un cadeau fait à la main par ton fils, pourrait le blesser? Que traiter quelqu'un comme s'il était invisible pendant 32 ans, pourrait avoir des conséquences? Qu'est-ce que tu ne savais pas exactement, papa? Il a décroisé les bras. Ses mains se sont posées sur ses genoux, et sont restées là. Il avait l'air plus petit que je ne l'avais jamais vu. Pas physiquement. Gérald était toujours un homme grand, mais quelque chose en lui s'était contracté. Je ne voulais pas le jeter, a-t-il dit doucement.
Ta mère nettoyait, et j'ai pensé que c'était, je ne sais pas, une décoration ou quelque chose que quelqu'un avait apporté. Il y avait une plaque de laiton qui disait le pour papa dessus. Il a fermé les yeux, et pour la première fois de ma vie, j'ai vu mon père confronté à quelque chose qu'il ne pouvait pas ignorer ou balayer d'un revers de main. La preuve était trop évidente. La blessure était trop réelle, et j'étais assis juste en face de lui, sans broncher. J'ai merdé, a-t-il dit. Ouais, papa, tu as merdé. Pas seulement avec le jeu d'échecs. Chaque sculpture que j'ai ramenée à la maison que tu as ignorée. Chaque ruban que j'ai gagné que tu n'as jamais accroché. Chaque conversation que tu as réorientée vers Tran. Alors que j'étais au milieu d'une phrase. Tu as passé toute ma vie à me dire, de mille petites manières, que je ne comptais pas. Et quand j'ai finalement arrêté de venir, tu ne l'as même pas remarqué pendant 5 mois. Il n'a pas discuté. Il est juste resté assis là, à absorber le tout. Et puis il a dit quelque chose qui m'a surpris. Je ne sais pas comment réparer ça. Je ne sais pas si tu peux, ai-je dit, mais je sais ce qui va se passer avec le chalet. Cette propriété va me revenir, parce que c'est ce que grand-père Silas voulait. Et j'ai les papiers et les témoins pour le prouver. Et je vais le restaurer. Je vais réparer le toit. La plomberie et le porche, et je vais l'utiliser comme mon atelier, parce que c'est là que j'ai appris à être la personne que je suis. Et cette personne, est quelqu'un qui vaut la peine d'être connu, papa. Tu n'as juste jamais pris la peine de le découvrir. Il s'est levé lentement. Il m'a regardé un long moment. Puis il a regardé les jeux d'échecs sur mon étagère. Et j'ai pu voir quelque chose changer derrière ses yeux, comme s'il les voyait pour la première fois. Vraiment les voir. Le détail, le talent artistique, les heures et les heures de travail patient et précis. C'est magnifique, a-t-il dit. Et la façon dont il l'a dit, lourde et brute, comme si les mots lui coûtaient quelque chose. J'ai presque cru qu'il le pensait. Merci, ai-je dit. Tu peux sortir par toi-même. Il est parti. Je suis resté à la fenêtre, et j'ai regardé son camion s'éloigner. Élise est sortie de la chambre où elle nous avait laissé de l'espace. Elle a passé ses bras autour de moi par derrière et a dit, « Comment vas-tu » J'ai répondu, « Je vais bien. Je vais vraiment très bien. » 3 semaines plus tard, nous sommes allés au tribunal. Sullivan a présenté le testament manuscrit. Arlon a témoigné, et les notes de l'avocat ont été versées au dossier. Tante de là, à ma grande surprise, a témoigné qu'elle se souvenait que grand-père parlait de me laisser le chalet, et qu'elle avait toujours été d'accord avec ça. Le juge a statué en ma faveur. Le chalet et les 2 hectares m'ont été transférés. Ma mère a pleuré dans le couloir après. Tran se tenait à côté d'elle, l'air mal à l'aise. Mon père n'était pas là. Il avait refusé de venir. Mais une semaine plus tard, j'ai reçu un colis par la poste. Pas d'adresse de retour, mais j'ai reconnu l'écriture. À l'intérieur, il y avait une photo encadrée que je n'avais jamais vue auparavant. C'était moi à 12 ans, assis à l'établi de grand-père Silas, tenant un petit oiseau sculpté, avec le plus grand sourire sur mon visage. Au dos, de l'écriture de mon père, il était dit, j'aurais dû prêter plus d'attention. J'ai mis la photo sur mon établi au chalet, exactement là où grand-père l'aurait voulu. Environ 1 an s'est écoulé depuis tout ça. Le chalet est restauré. Toit neuf, plomberie rénovée, un véritable atelier avec un bon éclairage et une bonne ventilation. J'y travaille la plupart des jours maintenant. Élise et moi avons emménagé ensemble chez elle, un peu plus bas sur la route, parce qu'il s'avère qu'aimer une vétérinaire signifie aussi que vous avez 3 chiens de refuge, et un chat nommé Hank, qui vous juge depuis toutes les surfaces surélevées de la maison. Je l'ai demandé en mariage le mois dernier, sur le porche du chalet. Elle a dit oui avant même que j'ai fini ma question. Mon entreprise est florissante. Une liste d'attente de 6 mois, 2 autres reportages dans les médias après l'émission d'artisanat, et un accord pour vendre une collection limitée, par l'intermédiaire d'un détaillant national. Le jeu d'échecs que j'ai fait pour mon père. Celui que j'ai sorti de la poubelle. Il est dans le chalet, sur une table près de la fenêtre. Je ne l'ai jamais vendu. Il reste là comme un rappel. Pas de ce que mon père a fait, mais de ce que je vaux. Quant à ma famille, c'est compliqué. Ma mère et moi nous parlons de temps en temps. Elle essaie. Tran et moi prenons une bière de temps en temps. Il ne comprend toujours pas tout à fait, mais il fait un effort. Et mon père,
nous ne sommes pas proches. Nous ne le serons peut-être jamais, mais il est venu au chalet une fois, il y a environ 2 mois. Il n'a pas dit grand-chose. Il s'est juste promené, a regardé l'atelier, m'a regardé sculpter un moment. Avant de partir, il a posé sa main sur mon épaule, et l'a serrée. C'est à peu près tout ce que Gérald peut faire d'éloquent. Je n'ai plus besoin de son approbation. J'ai passé 32 ans à sculpter des choses pour un homme, qui ne pouvait pas les voir. Maintenant, je sculpte pour moi, pour Élise, pour des clients qui apprécient le travail, et pour la mémoire d'un grand-père, qui a regardé un gamin silencieux avec un bloc de bois, et qui a dit « Montre-moi ce que tu vois là-dedans ». Et chaque jour, je le montre.